Yorick de Montbine, merci d'être là. C'est vraiment un immense plaisir de te recevoir. Je suis ravi que tu aies accepté mon invitation parce que tu es le premier expert, ou tout au moins personne extrêmement impliquée dans l'analyse et la compréhension de ce qu'est le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Donc pour ça, vraiment, je te remercie d'être là et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. Merci Lucas, je suis ravi d'être là. Alors, tu es conseiller référendaire à la Cour des comptes et surtout auteur d'un rapport qui s'appelle Bitcoin, Totem et Tabou et d'un second rapport qui s'appelle Comprendre le Lightning Network. Et c'est évidemment pour ça que tu es là aujourd'hui. On va aborder deux grands sujets. On va aborder d'abord, on va essayer de comprendre avec ton aide un petit peu ce qu'est le Bitcoin parce que, comme je t'ai dit, tu es un de nos premiers invités sur ce sujet-là. Donc, c'est important pour moi que tu puisses nous aider le public et m'aider moi à comprendre les aspects vraiment les plus parfois complexes de ce qu'est le Bitcoin et ce qu'il signifie, notamment au niveau de sa compréhension en tant que monnaie. Et je vois que c'est un sujet sur lequel tu as pas mal travaillé. Avant d'aller dans ce détail-là, j'aimerais que tu te présentes un petit peu et que tu me dises comment tu as découvert les crypto-monnaies, le Bitcoin et pourquoi c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement. Oui, alors donc merci beaucoup pour ton invitation. Ce sujet, les cryptos et surtout le Bitcoin, c'est une passion personnelle et extra-professionnelle. Donc elle n'a rien à voir avec mon job à la Cour des comptes, où je suis magistrat financier, mais c'est une institution qui s'occupe de sujets complètement différents des cryptos. Elle ne s'occupe pas du tout de politique monétaire, par exemple. J'ai découvert les cryptos fin 2015 dans le fameux dossier de The Economist. Ensuite, j'ai un peu oublié ce sujet, et puis je suis retombé dessus dans une discussion avec un ami au premier semestre 2016. Et là, j'étais immédiatement complètement happé par ce sujet. Je suis assez technophile, et puis je m'intéressais déjà à l'économie monétaire avant, et à la théorie autrichienne, qui m'a aidé à comprendre sans doute un peu plus vite ce sujet. Et puis j'ai perçu les engagements, enfin les aspects un peu philosophiques, transformation de la société, les aspects un peu idéalistes de ces projets de crypto. Et donc ça m'a tout de suite passionné. Alors j'ai mis du temps à comprendre. Hein. Il y a des gens qui comprennent vite, mais moi ça m'a pris du temps. Et puis j'ai progressivement commencé à écrire des articles. Et puis faire des conférences pour partager un peu ce que j'avais l'impression d'avoir compris. Et donc j'ai publié ces deux rapports qui sont des études pour un think tank français qui s'appelle l'Institut Sapiens. Voilà, d'abord la chaîne de base, et puis l'écosystème, et puis ensuite ce qu'on appelle le layer 2, la surcouche, le Lightning Network, ce qui permet le passage à l'échelle de Bitcoin. Je suis vraiment content que tu sois là pour parler de ce layer 2 Lightning parce que je crois que c'est vraiment un sujet qui est très mal compris et dont en fait assez étonnamment on parle peu. Il y a eu un moment pendant lequel on en a un petit peu parlé, notamment quand Twitter a commencé un petit peu à travailler avec, sauf erreur. Puis après ça s'est un peu complètement oublié. Donc voilà, c'est aussi pour ça que tu es là, c'est pour qu'on puisse faire le tour de ce qui est en train de se passer avec ce Lightning Network. Est-ce qu'il faut qu'on le prenne encore en compte comme un projet majeur ou pas? C'est ce dont on parlera tout à l'heure. J'aimerais juste revenir sur la dimension monétaire. J'ai regardé donc Pardon de t'interrompre, peut-être pour revenir là-dessus. Moi, un peu en introduction de cette discussion, une chose qui me frappe depuis le début, et en fait qui me frappe de plus en plus, c'est le décalage entre le discours médiatique et la réalité. Et le Lightning Network est un exemple flagrant. C'est-à-dire que les médias retiennent exclusivement les mauvaises nouvelles et les choses anxiogènes. Même si elles sont fausses d'ailleurs, hein, peu importe leur véracité, leur pertinence, ils ne retiennent que les rumeurs ou les théories qui sont anxiogènes. Et par exemple, pendant des années, ils ont dit que Bitcoin ne pouvait pas passer à l'échelle. Or, ce sujet est en train d'être résolu, et on en parlera tout à l'heure, mais les médias n'en parlent pas. Ils ne reconnaissent pas qu'ils n'ont véhiculé que une version négative et anxiogène. Ils ne reconnaissent pas que le problème est en train d'être résolu. Et c'est absolument incroyable de constater ça. Et ça n'est pas anodin, bien sûr. C'est parce que il s'agit d'un sujet extrêmement sensible, la monnaie, qui dérange des intérêts immenses. Et donc, c'est pas si facile pour eux de dire la vérité. Et d'où aussi ce sujet monétaire dont tu voulais parler. C'est vraiment intéressant que tu dises ça parce que
Effectivement, moi, c'est ce que je vois dans mon métier de la finance. Les médias aiment beaucoup parler des crashs, des crises. Souvent, et pour le Bitcoin, c'est très, très, très fort. C'est qu'ils vont vous parler du crash. Et puis, quand la même monnaie a fait x2, x3 quelques années plus tard, c'est pas vraiment une actualité. Et c'est pareil pour le Nasdaq, pour le Dow Jones, pour le CAC 40. Ça, c'est un peu la nature des médias. Et nous, c'est le travail qu'on essaye de faire ici. C'est de prendre du recul par rapport à tout ça, puis de regarder les choses déjà sur le long terme, et puis avec le sang-froid et le recul nécessaire pour comprendre quels sont les mouvements de fond. Et justement, quand toi tu parles du Bitcoin, j'ai l'impression que tu as une vision très, très long-termiste et aussi très historique. Je crois que je te cite il me semble que dans ton rapport, j'ai vu que tu disais que tu considères que l'invention du Bitcoin et sa création peut être considérée dans une certaine dimension comme un fait majeur historique. Est-ce que tu confirmes ça ? Je ne sais pas si on peut dire ça à ce stade, mais on se rapproche de plus en plus du moment où on pourra constater que l'invention du Bitcoin est un des principaux événements de ce début de siècle. Si son adoption se poursuit, ça aura des conséquences probablement comparables à l'émergence d'Internet. Ça va transformer tellement de choses dans l'économie, mais aussi dans le système politique, que effectivement, ce sera un événement majeur. Et pour l'instant, la tendance, nous mène vers ça. Le fait que Bitcoin existe toujours, qu'il continue de se renforcer, que sa technologie continue de se renforcer, malgré de temps en temps des cracks majeurs et très spectaculaires, malgré ça, fait que voilà, on va vers quelque chose de totalement incroyable en termes économiques et politiques. C'est un peu ce que j'essayais de décrire dans ce rapport en 2018, Bitcoin, Totem et Tabou, avec mon co-auteur Gonzague Grandval. On posait la question, que présage l'essor des crypto-monnaies ? Où va-t-on si cette tendance se poursuit ? On va vers quelque chose de complètement nouveau, complètement incroyable. Et cette tendance, elle continue. Elle est toujours là. Tu souscris à cette idée qui est un peu à la racine. C'était une idée qui était très forte vraiment au tout début du Bitcoin, où le Bitcoin avait cette dimension révolutionnaire, pas seulement comme un produit comme le Amazon de la nouvelle génération ou je ne sais quoi, mais vraiment comme quelque chose qui va s'attaquer, j'aime pas trop ce mot, ou plutôt s'enraciner vraiment profondément dans la société, notamment dans sa relation avec l'État. Il faut rappeler que le Bitcoin, ça a des racines libertariennes très fortes. Et j'ai l'impression que c'est un peu cette dimension-là que tu trouves très importante en fait dans le développement qu'a le Bitcoin et comment il pourrait encore modifier vraiment notre société en profondeur. Oui, parce qu'on n'imagine pas à quel point nos structures sociopolitiques et économiques sont assises sur le monopole de l'émission monétaire. On n'imagine pas à quel point ce monopole de l'émission monétaire est absolument majeur comme socle de nos sociétés actuelles. Or, les crypto-monnaies le remettent en question. Et si cette remise en question se poursuit comme elle le fait en ce moment, ça va effectivement transformer totalement nos structures économiques et politiques. Ça voudra dire que les États ne pourront plus s'endetter autant qu'aujourd'hui. Ça ne sera pas possible. Si aujourd'hui ils peuvent s'endetter autant, c'est parce que la puissance publique détient un pouvoir sur la monnaie et sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, ça devrait être un prix de marché, un prix libre. C'est le prix du capital et le prix du temps. Or, il n'est pas libre aujourd'hui. Il est totalement déterminé par la puissance publique à son profit. Et si ce mécanisme est remis en question, ça change tout dans le financement des États, dans le financement des États-providence, dans les moyens qu'auront les États pour faire des bonnes choses et des mauvaises choses, des guerres par exemple. Et ça change aussi notre rapport au temps. Aujourd'hui, la préférence temporelle, peut-être qu'on pourra reparler de ce que ça veut dire, notre rapport au temps est déterminé par les taux d'intérêt qui sont eux-mêmes déterminés par la puissance publique. Si ce mécanisme est transformé, notre propre rapport au temps change. Notre rapport au long terme, notre rapport à l'épargne, à l'investissement, au risque, à la consommation, tout ça, ça change. Alors, est-ce que ça change dans un sens positif ou négatif ? À chacun de se faire une idée. Et pour ça, effectivement, ça demande beaucoup de temps et de réflexion.
Mais supposons que ça change dans un sens positif, que ça encourage davantage l'investissement et le calcul vers le long terme, plutôt que la consommation à outrance, la surconsommation, la surexploitation des ressources naturelles. Supposons que les crypto-monnaies, et notamment le Bitcoin, permettent ça. Ce sera un changement majeur, un changement culturel et civilisationnel. Il est trop tôt pour dire que ce changement est acquis, mais si la tendance actuelle se confirme, c'est vers ce genre de choses qu'on peut aller. C'est vraiment fascinant. En regardant un petit peu les articles et les entretiens que tu as pu faire en ligne, je suis tombé notamment sur une citation de Friedrich Hayek, qui est un économiste célèbre, et c'est frappant de voir à quel point il a pu être visionnaire et à quel point cette question du monopole de la monnaie, en fait, est quelque chose dont on était conscient depuis longtemps. Et quand on entend Friedrich Hayek parler des monnaies et d'une éventuelle solution à ce monopole de l'État sur la monnaie, on est frappé par la ressemblance avec la vision que le Bitcoin offre aujourd'hui. Je vais juste lire cette citation parce que je trouve ça assez extraordinaire. Alors, je cite Hayek en 1984. « Je ne crois pas au retour d'une monnaie saine tant que nous n'aurons pas retiré la monnaie des mains de l'État. Nous ne pouvons pas le faire violemment. Tout ce que nous pouvons faire, c'est par quelques moyens indirects et rusés, introduire quelque chose qu'il ne peut pas stopper. » Et ce qu'il ne peut pas stopper, c'est absolument incroyable à quel point le Bitcoin répond à ce défi très difficile d'être incensurable, instoppable et de pouvoir vraiment s'insérer dans l'économie. Oui, alors pour revenir sur Hayek, Hayek c'est vraiment un des plus grands penseurs du XXe siècle et il est très peu connu en France, il est très peu enseigné, très peu publié, très peu traduit et il est surtout très diabolisé, on le présente comme le mal incarné. Or, c'est vraiment un des plus grands penseurs du XXe siècle, pas seulement économiste mais aussi philosophe. Il a produit beaucoup de philosophie politique et au début de sa carrière il s'est même intéressé à la psychologie. Lui il a fait ses études dans la Vienne du début du XIXe siècle, la Vienne de Freud. Et il était passionné de psychologie. Il a même écrit un livre qui est un peu entre l'économie et la psychologie. Et il a eu le prix Nobel en 1973. C'était donc un économiste totalement reconnu. Et dans les années qui ont suivi, en 1974 ou 1976, donc même quelques années avant cette citation, il a publié un petit bouquin intitulé The Denationalization of Money. Et lui, il disait il n'y a pas de raison pour qu'il y ait un monopole monétaire, pas plus qu'il y ait une raison pour d'autres monopoles de toutes sortes dans l'économie. La monnaie devrait faire l'objet d'une concurrence parce que ça permettrait d'engranger les effets vertueux que procure la concurrence pour toute chose. Une amélioration de la qualité, une diminution du prix, tout ça au bénéfice des consommateurs. Et c'est pas bon que l'État entretienne un monopole dessus. Et quand il a écrit ce bouquin, en fait, il est passé pour un charlot. Tout le monde s'est moqué de lui. Tous ses collègues économistes, en fait, lui ont dit « mais tu t'égares complètement ». Il faut vraiment imaginer le climat intellectuel à cette époque. L'URSS n'était pas encore tombé, il y avait encore beaucoup de grands intellectuels qui croyaient que l'URSS avait un avenir, même si c'était quand même de moins en moins probable. Et aujourd'hui, eh bien, on est obligé de reprendre au sérieux ces théories. Alors, on n'est pas tout à fait dans une situation que lui avait prédite. Lui, il proposait simplement de lever le monopole sur la monnaie et puis qu'on regarde ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe en ce moment. On n'a pas levé le monopole de la monnaie. Le monopole de la monnaie est attaqué par des nouvelles monnaies sans que ce monopole soit levé. Et il faut préciser aussi qu'il y a des économistes et des banquiers centraux qui nient l'existence de ce monopole aujourd'hui. Donc peut-être que ça vaut le coup de revenir sur ce que ça veut dire le monopole de l'émission monétaire. Aujourd'hui, la monnaie, effectivement, elle est créée par les banques centrales, par les banques commerciales essentiellement, à travers le crédit bancaire, mais de manière encadrée par les banques centrales. Mais le monopole de la monnaie, c'est quoi? C'est en fait le cours légal, ou plus précisément le cours forcé, qui est dans la loi, qui dit il y a une certaine monnaie qu'on n'a pas le droit de refuser en paiement d'une dette sur un territoire donné. Cette monnaie, eh bien, dans la zone euro, c'est l'euro. Ça, la loi le dit. Autrement dit, ça veut dire qu'il y a une monnaie qui fait l'objet d'un privilège. Ce privilège, c'est le fait que personne n'a le droit de la refuser. Et historiquement, les monopoles, ce sont des privilèges accordés par la couronne royale.
Et donc cette monnaie qui bénéficie de cet avantage par rapport aux autres monnaies, le fait de pouvoir être, de devoir être acceptée par tout le monde, eh bien, elle fait donc l'objet d'un monopole. Il n'y a qu'une seule monnaie qui a ce droit, qui a ce privilège. Et comme son émission, sa production par les banques commerciales est encadrée de manière extrêmement étroite par la puissance publique, par la loi, par les réglementations émises par les banques centrales, par les actions des banques centrales sur le marché, par la fixation des taux directeurs par les banques centrales, par les réglementations sur les taux de réserve obligatoires, tout ça, et bien en fait, ça revient en gros à dire que la puissance publique détermine la création monétaire et a un monopole sur la monnaie, sur la production monétaire. Voilà pour résumer un peu l'interprétation de la réalité qu'on peut avoir. Ce monopole, il n'est pas levé. La loi ne dit pas, finalement, aucune monnaie n'a ce privilège de devoir être acceptée en règlement d'une dette. Mais il est attaqué par les cryptos. Et alors, il y a aussi les pays qui donnent un cours légal, enfin pas un cours légal, mais un statut officiel au Bitcoin. C'est pour l'instant, le cas du Salvador et de la République centrafricaine. Mais là non plus, c'est pas vraiment la situation préconisée par Hayek. Très bien. Il y a aussi, on a parlé tout à l'heure des médias qui ont tendance à présenter les choses le plus souvent sous un jour négatif et à ne parler que d'actualités plutôt négatives. Une des choses qui revient extrêmement souvent et qui fait l'objet d'assez intenses débats, notamment sur Twitter et dans les milieux politiques évidemment, c'est celui de l'impact écologique du Bitcoin. Est-ce que c'est un sujet que toi tu as regardé en particulier? Est-ce que tu as un avis tranché sur cette question-là? Que doit faire le Bitcoin pour devenir écologique? Est-il anti-écologique? Quel est ton avis? Moi, j'ai l'impression que ce débat, il est très mal posé, effectivement, de manière complètement biaisée par les médias. Et donc, il nécessite d'être posé sur des bases différentes. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps, hein, mais il y a plusieurs manières de l'aborder. Il y a une première manière un peu rapide et radicale consistant à dire est-ce que les mineurs de Bitcoin, donc ceux qui mettent de la puissance de calcul informatique à la disposition du réseau pour sécuriser le système, est-ce que l'électricité qu'ils utilisent, ils la volent à quelqu'un? Non, ils ne la volent pas, ils l'achètent. Alors, à partir de là, pourquoi la société devrait avoir un avis sur la nature de cette électricité à partir du moment où elle est achetée de manière parfaitement légale et parfaitement juste? Est-ce que la société devrait contrôler la quantité d'électricité que mon frigidaire utilise, le nombre de lampes que j'ai chez moi? Est-ce qu'on est dans une société libre ou est-ce qu'on est dans une société communiste? Ça revient à ça. Des acteurs privés utilisent de l'électricité comme énormément d'acteurs industriels. Et ils ne volent cette électricité à personne, ils l'achètent dans des conditions parfaitement légales. En fait, le débat pourrait très bien s'arrêter là. Alors, on peut quand même accepter d'aller un petit peu plus loin. Alors, une deuxième manière de considérer les choses est de dire, alors, ok, supposons que cette électricité soit vraiment très, très carbonée, très polluante. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez interdire ça? Ok, essayons. Et imaginons ce qui va se passer. En fait, on sait très bien ce qui va se passer, puisque c'est déjà arrivé. L'industrie du Bitcoin est très plastique, elle peut s'adapter facilement, se recomposer mondialement et géographiquement, et c'est ce qui s'est passé l'année dernière quand la Chine a interdit le minage en Bitcoin. On a bien vu le minage qui s'est recomposé dans le monde, qui est allé s'installer aux États-Unis, en Islande, en Asie centrale et tout. Autrement dit, ça veut dire qu'on peut interdire ce qu'on veut, tant qu'il n'y a pas une coalition de 100% des États pour interdire le minage des bitcoins, ça ne servira à rien. Donc là aussi, le débat peut très bien s'arrêter là, parce que la probabilité pour qu'il y ait une coalition de 100% des États interdisant le minage est proche de zéro. On voit bien que les États n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des sujets beaucoup plus pressants et beaucoup plus graves pour l'humanité que le minage de bitcoin. Donc là aussi, on pourrait très bien arrêter le débat là-dessus. Mais si on veut aller plus loin, très bien, allons plus loin, et entrons dans les détails. Il y a maintenant des études
Alors non, d'abord, on pourrait dire, il faut faire un bilan coût-avantage. Quels sont les avantages procurés par le réseau Bitcoin et quel est le coût énergétique et éventuellement en carbone. Voilà. Mais est-ce qu'on fait ce calcul? Est-ce que les médias font cet effort? Non, parce que la partie avantage, elle est mal évaluée. Les médias disent que c'est juste un truc spéculatif, donc l'avantage du Bitcoin pour l'humanité est limité. Mais si on estime que le Bitcoin peut transformer la société, améliorer les libertés, faire une économie plus juste, plus prospère, au service de l'humain, au service des plus démunis, etc. À ce moment-là, on peut consentir à un coût en carbone élevé. Il y a beaucoup d'industries pour lesquelles on accepte ce coût, parce qu'on estime qu'elles sont utiles pour l'humanité. Mais on ne fait pas ce calcul dans le débat, parce qu'il est totalement biaisé. Et on ne fait pas ce procès-là aux mauvaises séries sur Netflix qui passent en streaming. On ne fait pas ce procès-là, notamment à l'industrie bancaire, à l'industrie financière et, disons, au système monétaire tel qu'il existe aujourd'hui. On ne prend pas en compte ces inconvénients parce qu'on n'en est pas forcément conscient. Par exemple, si on pouvait prouver qu'une partie des guerres du XXe siècle est due à notre système monétaire, au monopole monétaire, les dizaines de millions de morts du XXe siècle pourraient être liées à ça. Si on avait été dans un système différent comme l'Eternal War, peut-être qu'on n'aurait pas pu financer toutes ces guerres du XXe siècle. Eh bien, est-ce qu'on prend cet aspect en compte dans les calculs coût-avantage? Voilà, il faudrait le faire. Mais là encore, écartons ce débat et concentrons-nous sur l'obsession des médias et de la pensée contemporaine qui est le coût en carbone. Même là, les gens se trompent, parce qu'il y a des études maintenant sérieuses qui montrent que l'électricité utilisée par les mineurs est de moins en moins carbonée. Aujourd'hui, à peu près 60% de l'électricité utilisée par l'industrie du Bitcoin provient d'énergie renouvelable. Cette proportion augmente et c'est parfaitement compréhensible, parce que les mineurs ont un intérêt objectif, économique, vraiment financier, à trouver les sources d'énergie les moins chères possibles, parce qu'ils sont en concurrence entre eux. C'est le paramètre clé pour eux, c'est le coût de l'énergie qu'ils peuvent trouver. Et donc, ils sont tous à la recherche des sites de production où il y a des surplus d'énergie non écoulée, parce que c'est ça l'énergie la moins chère. Et là où il y a des surplus d'énergie non écoulée, en fait, ce sont les sites de production d'énergie renouvelable pour lesquels il n'y a pas de demande industrielle à proximité. Parce que l'électricité se transporte très peu sur grande distance. C'est un barrage hydraulique au milieu de la forêt équatoriale en Afrique. Et donc, les mineurs se placent en priorité là-dessus, alors un peu sur les usines de charbon, mais les usines de charbon, elles ont souvent une demande industrielle à proximité. Et donc, c'est surtout le cas des usines de production d'énergie renouvelable. Et en faisant ça, les mineurs rendent même viables économiquement ces unités de production d'énergie renouvelable. C'est de plus en plus le cas. Mais il va falloir des années et des années pour que les médias reconnaissent leur erreur là-dessus et le disent. Certains assez honnêtes, assez compétents le font, mais en fait c'est une minorité. Il va falloir des années pour que les gens le reconnaissent. Mais la réalité, c'est ça, quand on fait l'effort de regarder en détail. Et donc, de plus en plus, le Bitcoin devient en fait un atout pour la transition écologique. C'est exactement l'inverse du discours ambiant. C'est incroyable de mesurer ce décalage, en fait. Voilà. C'est fascinant, ce lien entre le Bitcoin et l'énergie. Le jour où j'ai compris qu'on pouvait aller miner du Bitcoin au milieu de l'Antarctique, même si on n'est pas relié au réseau électrique, il suffit d'avoir une source d'énergie. Et puis ensuite, là, on peut extraire de la valeur énergétique qu'on peut ensuite transporter, que ce soit alors, via Internet, mais même si on n'a pas Internet, on peut mettre ça sur une clé USB. Enfin, c'est vraiment... Absolument, il y a effectivement quelque chose d'assez incroyable à découvrir là-dessus. C'est une manière de transporter de l'énergie finalement. On valorise de l'énergie à un endroit où elle ne peut pas être valorisée. On obtient en échange un token. Et avec ce token, on peut utiliser de l'énergie ailleurs. Voilà. Je pense que cette idée, ouais, je l'ai trouvée révolutionnaire en fait, et effectivement, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre aussi, et difficile à faire passer dans les médias. Derrière ce débat sur l'énergie, moi je pense qu'en fait c'est un petit peu un prétexte qui montre qu'on est un peu sur un champ de bataille législatif, juridique,
pour savoir ce qu'on va faire avec ces crypto-monnaies. Et puis le sujet écologique est une très bonne porte d'entrée pour mettre ça sur le devant de la scène politique. Comment toi tu vois cette bataille juridique qui est en train de se jouer aux États-Unis, en Europe, en France? Est-ce que ça prend une tournure qui te paraît plutôt saine? Est-ce que le rythme te paraît bon ou pas? Sur quel aspect de la bataille juridique? Il y a vraiment beaucoup d'aspects. Hein. À ton avis, vers quoi on se dirige? Est-ce que le compromis qui va être trouvé entre guillemets les lobbies ou ceux qui défendent les crypto-monnaies et les politiques qui ont envie plutôt de protéger les citoyens, mais aussi de protéger leurs propres intérêts, est-ce que la discussion entre ces deux parties aujourd'hui te paraît aller dans une direction déjà avancée correctement? Est-ce qu'on va trouver un compromis dans les prochains mois ou années? Est-ce que ce compromis permettra à l'industrie de se développer? En fait, ça dépend un peu des aspects, ça dépend des endroits. Aux États-Unis, il y a une certaine concurrence entre les États pour ne pas faire trop n'importe quoi. Mais on a vu récemment l'État de New York interdire le minage de Bitcoin. Bon, ils avaient déjà, il y a quelques années, adopté des réglementations absurdes sur les cryptos, et ça, du coup, ça avait fait fuir tout l'écosystème hors de l'État de New York. Et donc, les États en subiront les conséquences. Il y a, parmi les multiples sujets juridiques, il y a un sujet important qui est le statut juridique qui va être accordé à ces tokens de l'écosystème des crypto-monnaies et de la DeFi. Est-ce que une partie des cryptos vont être qualifiées en securities? Il semble qu'on aille vers ça. Et à ce moment-là, ce serait quand même un gros handicap pour ces cryptos qui devront se plier à des réglementations extrêmement lourdes. Bitcoin va y échapper, clairement. Ethereum devrait y échapper, mais on n'est pas certain. Mais il y a beaucoup d'autres cryptos, et notamment de plateformes de smart contracts et d'objets de DeFi, qui risquent d'être qualifiés en securities. Et ça va pas faire plaisir à leurs utilisateurs et à leurs entreprises gestionnaires. Donc voilà, ça c'est un des aspects en cours. Après, il y a aussi les réglementations pesant sur les banques, et j'ai l'impression par exemple que les États-Unis sont un petit peu plus futés que nous là-dessus, parce qu'ils autorisent les banques à manier des cryptos plus facilement que nous. Donc ça c'est sans doute un avantage pour le développement de l'industrie crypto et blockchain là-bas. Et nous, on risque de prendre du retard là-dessus. Ça se développe aussi un peu, mais ça dépend des États. Voilà. Après, nous, on a le règlement MiCA qui est en préparation au niveau de l'Union européenne, qui a enclenché beaucoup de drames, notamment sur l'aspect du minage. On a réussi à éliminer la perspective d'interdire le minage carboné au niveau de l'Union européenne, mais ça reviendra sans doute. Le député Pierre Persson, qui est plutôt cryptophile, l'a proposé dans son dernier rapport qu'il a publié juste à la fin de sa mandature. Il a proposé d'interdire le minage carboné, ce qui m'a étonné parce que le reste du rapport est très très favorable aux cryptos et notamment à Bitcoin. Et là, cette proposition, moi, me paraît complètement contradictoire par rapport au sentiment général de son rapport. Et c'est peut-être un signe que, en fait, il faut se préparer à un durcissement de la réglementation. C'est-à-dire que, de manière plus générale, les États vont pas pouvoir laisser remettre en question ce monopole de la monnaie sans réagir. C'est une question vitale pour eux. Plus tard ils réagiront et moins ils auront de chance finalement de réussir. Mais ce qui est fascinant, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont pas encore identifié la menace que représentent ces cryptos. Beaucoup de nos élites ne prennent pas au sérieux ces objets. Ils considèrent toujours que c'est un truc de spéculateurs et de geeks et de hippies. Et à la limite, peut-être que tant mieux finalement. Ça retarde le moment où ils vont se réveiller et lancer une grande offensive. Je pense, pour ma part, que l'occasion qu'avaient les États de vraiment être très répressifs sur les crypto-monnaies, c'était en 2018, après la grande mode des ICO, qui aurait été un prétexte parfait pour extrêmement limiter le développement qui a eu lieu par la suite. Or, je pense qu'ils n'avaient pas compris exactement l'impact que ça avait et que donc ils ne sont pas intervenus. Maintenant, ça me paraît effectivement de plus en plus difficile, ce qui explique cette bataille qui va être longue et dont les
les conclusions sont aujourd'hui impossibles à prédire. Je vais te poser une question simple. Alors, cela dit, je ne sais pas quel est ton avis, mais supposons qu'aujourd'hui, d'un seul coup, ils se disent finalement, les cryptos, on n'en veut pas, on va essayer de les tuer. Bon, en fait, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire pour la plupart des cryptos. Parce que y a beaucoup de cryptos, en fait, pour lesquels des équipes gestionnaires sont identifiées, pour lesquels les nœuds sont sur du cloud centralisé, et la migration vers du cloud décentralisé, je ne sais pas avec quelle rapidité elle pourrait se faire. Moi, j'ai l'impression que les pouvoirs publics peuvent tuer beaucoup de cryptos s'ils le veulent aujourd'hui. D'où, en fait, la question du Bitcoin. Est-ce que c'est pas ça la particularité du Bitcoin? Est-ce que c'est pas la crypto qui serait la plus résistante à des attaques étatiques? Ce qui expliquerait le fait que c'est toujours la crypto la plus valorisée, malgré ces limitations très sérieuses en termes de programmabilité et en termes de smart contract. S'il n'y avait pas cet aspect, quelle serait la raison pour laquelle le Bitcoin est toujours la plus valorisée? Je ne sais pas ce que tu en penses. Si ce n'était pas cette particularité, cette résistance potentielle à des attaques étatiques par rapport aux autres. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, d'autant que le Bitcoin, je pense que c'est aussi la monnaie qui est possédée par le plus de personnes et par le plus maintenant d'entreprises et d'acteurs peut-être qui ont aussi une influence sur les décisions qui sont prises, alors que, si on descend en dessous du top 2 ou 3 ou 5, c'est selon, on va vers des cryptos qui sont possédés par beaucoup moins de monde, beaucoup plus de particuliers, et puis où l'opposition serait beaucoup moins forte, à mon avis, que si demain on disait que le Bitcoin était interdit, parce que vu la quantité de personnes qui en possèdent et des investisseurs aussi célèbres, des milliardaires, des hommes politiques d'ailleurs, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qui fait que c'est beaucoup plus difficile, sans compter que opérationnellement, théoriquement, c'est infaisable. On pourrait le ralentir, mais jamais le stopper. Oui, ça je suis d'accord avec ce dernier aspect, mais sur le premier aspect, je comprends ton point de vue, mais je n'ai pas de réponse définitive, mais il y a un autre point de vue qui est possible, qui consiste à dire que aujourd'hui, les milieux financiers possèdent peut-être plus d'autres cryptos plus sexy que le Bitcoin. Ces milieux financiers qui ont beaucoup de pouvoir sur les politiciens aux États-Unis, est-ce qu'ils détiennent plus d'Ether et d'autres cryptos sexy ou de Bitcoin qui restent sulfureux, vilains, polluants, politiquement incorrects? Tu vois? Alors, effectivement, il y a Michael Saylor, mais il est quand même un peu hors norme aussi. Tout à fait, ouais. Alors, j'ai du mal à mesurer, tu vois, ce poids respectif parmi les acteurs financiers influents de détention de Bitcoin versus autres cryptos. Je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Moi, j'avais simplement... c'est vrai que on a vu beaucoup de titres passer avec des gens qui possèdent le Bitcoin, aussi des investisseurs très respectés qui ont probablement du poids à Wall Street, mais bon, je pense que c'est encore un débat qui reste ouvert. Et tu as abordé à l'instant justement ce point très important de savoir justement le Bitcoin, il a des caractéristiques qui le rendent vraiment différent des autres crypto-monnaies, en particulier son côté relativement basique, basé sur quelques règles essentielles, et puis des fonctionnalités relativement limitées. Au début, on parlait de Bitcoin, le système de paiement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore d'actualité parce que même ça a été remis en cause. On parle comme d'une réserve de valeur aujourd'hui, très souvent. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Alors, je pense que c'est normal qu'on passe par une phase où le Bitcoin doive faire ses preuves comme réserve de valeur avant même de pouvoir envisager d'être un moyen de paiement universel. Pour une raison assez logique, c'est que en théorie monétaire, rien ne peut être un moyen de paiement si il ne peut pas être une réserve de valeur. On parle souvent des trois fonctions aristotéliciennes de la monnaie, mais elles ne sont pas sur le même plan. La fonction essentielle, c'est moyen d'échange, mais la fonction réserve de valeur, qui est une des deux autres, est une condition pour que la fonction moyen d'échange puisse se réaliser. Moi, je ne vais pas accepter d'être payé dans une monnaie si je ne suis pas certain qu'elle va pouvoir garder de la valeur pour que je puisse l'utiliser plus tard.
Or, on est dans cette phase où Bitcoin fait ses preuves comme réserve de valeur. Mais pendant ce temps, ces fonctionnalités de moyens d'échange et de systèmes de paiement, eh bien, elles sont là depuis le début, très limitées, mais elles progressent, elles se renforcent. Et justement, une partie de la valorisation importante du Bitcoin aujourd'hui, peut-être qu'elle s'appuie aussi sur le fait que le marché est en train de comprendre que le Bitcoin peut devenir un moyen d'échange universel. Les investisseurs observent ça et le voient. Et ça, c'est le Lightning Network qui le permet. C'est le dispositif principal qui permet à Bitcoin de passer à l'échelle, de faire une infinité de transactions dans le monde plus rapide que le temps de validation de 10 minutes habituel, pour des frais de transaction négligeables. C'est ça que le Lightning Network promet et permet déjà de faire, en tout cas, même si son développement n'est pas terminé. Il fonctionne depuis 4 ans maintenant, et il progresse. Et c'est un sujet fascinant. C'est pour ça qu'on, voilà, c'est pour bien comprendre que les gens qui nous regardent comprennent bien comment ça fonctionne, ou à peu près, disons, parce que ça reste très complexe. On appelle ça des systèmes de couche 2, c'est bien ça, parce que c'est un protocole blockchain qui vient se greffer sur le protocole Bitcoin et qui permet de passer comme ça par des sortes d'autoroutes qui permettent d'aller plus vite, moins cher. C'est bien ça? Oui, je ne sais pas si on peut dire que c'est un protocole blockchain parce qu'il ne crée pas une nouvelle blockchain. Il s'appuie sur la blockchain Bitcoin existante. Alors, je ne sais pas dans quel degré de détail tu veux que j'explique ça. Il y a plusieurs degrés de détails et de précision dans lesquels on peut entrer. Restons relativement simples parce qu'on a encore beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de questions que j'aimerais te poser. En gros, pour rester très simple, et puis si des auditeurs sont intéressés, j'ai donc écrit cette petite note d'une 20aine de pages, et puis j'ai aussi une conférence d'une 30aine de minutes qui est sur YouTube qui explique tout ça. En gros, c'est quoi le facteur limitant sur la blockchain Bitcoin qui empêche de faire des millions de transactions dans le monde par seconde? Parce que c'est ça que permettent les autres systèmes de paiement, Visa, Mastercard, etc. Enfin, pas des millions, mais beaucoup. Voilà. Eh bien, le facteur limitant, c'est que sur Bitcoin, quand on fait une transaction, on publie un message au réseau, et ce message, qui contient les informations de la transaction, eh bien, il est vérifié par des milliers d'ordinateurs dans le monde, et ensuite, il fait l'objet du processus de minage, donc avec des calculs cryptographiques intensifs par les mineurs. Et une fois que la transaction est unanimement considérée comme valide, elle est enregistrée dans un bloc sur la blockchain. Et ce processus, il est lourd, il prend du temps, il est coûteux, il nécessite notamment cette énorme utilisation d'électricité par les mineurs. Et c'est ça qui explique qu'on ne peut pas en faire plus que 7-8 par seconde sur la blockchain Bitcoin. Et que si le monde entier voulait faire des transactions Bitcoin tout de suite, eh bien, ça aboutirait à saturer instantanément la blockchain Bitcoin. C'est donc une limitation majeure qui avait été parfaitement identifiée par les créateurs du Bitcoin. On le sait, on le voit dans leurs échanges, dans leurs dialogues entre eux. Et donc, dès le début, ils avaient dit qu'il faut trouver une solution de complément. Et il y a eu beaucoup de propositions alternatives. Il y a eu un énorme débat en 2017. Une des propositions, c'était augmenter la taille des blocs pour pouvoir mettre plus de transactions dedans. Bitcoin Cash, ça a été un échec radical, puisque aujourd'hui, le cours du Bitcoin Cash est complètement ridicule. Et la solution qui a le vent en poupe, c'est le Lightning Network. Et alors, en quoi consiste-t-il? C'est une solution incroyablement futée, de bon sens et facile à décrire, en fait, de manière générale, mais très difficile à mettre en œuvre. Parce que l'enjeu, c'est qu'elle puisse fonctionner de manière sécurisée, qu'il n'y ait pas de piratage. Et ça nécessite des trésors d'intelligence, de cryptographie, d'ingéniosité, d'ingénierie et de résolution de défis mathématiques extrêmes. Et c'est ça qui est en train d'être fait en ce moment. Cette solution a été proposée en 2015-2016. Il y a un white paper qui fait plusieurs dizaines de pages, qui est hyper complexe, et elle est mise en œuvre, et ça tourne. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste à permettre une infinité de transactions en Bitcoin, mais qui ne sont pas toutes publiées, et qui ne font pas toutes l'objet de ce processus de vérification hyper lourd que j'ai décrit tout à l'heure.
et qui pour autant sont quand même des transactions en Bitcoin. Et seules certaines d'entre elles sont publiées, vérifiées, validées, minées, enregistrées. Ce sont des transactions qui consistent à ouvrir des canaux de paiement entre les acteurs et à fermer des canaux de paiement entre les acteurs. Après, on n'a pas forcément besoin là aujourd'hui de décrire ce que sont ces canaux de paiement, mais c'est pour dire en gros comment ça fonctionne. Et le mécanisme de sécurisation, il est assis sur la blockchain Bitcoin, dans la mesure où si quelqu'un essaie de pirater le système, en gros de prétendre qu'il possède plus de Bitcoin qu'il n'en a réellement, automatiquement c'est identifié par le réseau et il y a une transaction de fermeture d'un de ces canaux de paiement qui fait que ce type-là, il perd tous ses fonds. Automatiquement, il perd tous ses fonds. Et la partie qu'il essaye de léser, elle récupère ses propres fonds et elle touche en plus les fonds du tricheur. C'est donc un mécanisme dissuasif qui est extrêmement ingénieux dans sa conception, très complexe dans sa mise en œuvre, et les faits montrent que ça fonctionne. Ça fonctionne. Après, la seule incertitude... Alors, il y a encore des enjeux à surmonter, hein. Il y a beaucoup d'enjeux, c'est pas du tout évident que ça continue à marcher. Et puis surtout, il reste à voir ce qui se passe quand ce réseau sera utilisé massivement. Or, il n'est pas encore utilisé massivement. Donc, il y a encore des incertitudes. Peut-être qu'il y aura des bugs majeurs, peut-être qu'il y aura des gros problèmes. On ne peut pas l'écarter. Mais pour l'instant, ça se développe. Et il y a plusieurs indicateurs qui permettent de vérifier l'évolution de ce réseau. Et ces indicateurs sont positifs. D'accord, c'est-à-dire que le nombre de transactions augmente, le nombre d'utilisateurs augmente. Quels sont les cas d'utilisation? On parle uniquement de paiement là, ou il y a différentes fonctions qu'on peut... Les métriques qu'on utilise, c'est pas le nombre de transactions et le nombre d'utilisateurs, parce qu'en fait, c'est pas si évident de savoir ça, justement. Parce que une des particularités de ce réseau Lightning, c'est que il respecte encore mieux la vie privée que le réseau Bitcoin, justement parce que les transactions ne sont pas publiées. On n'a pas l'info du volume financier qui circule et du nombre de transactions. Et c'est un avantage. C'est-à-dire que la confidentialité est encore mieux respectée que sur le réseau on-chain. Là, ce sont des transactions off-chain. Les métriques qu'on utilise, c'est le nombre de nœuds de routage, ce sont les nœuds intermédiaires, c'est le nombre de canaux de paiement et c'est le nombre de bitcoins qui sont présents sur le réseau. Et qui donne une indication en fait du volume de circulation, mais qui ne donne pas une information précise. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce nombre de bitcoins présents augmente avec le temps. Et sur ces trois indicateurs, il y a eu une petite chute en avril 2022, liée à la baisse du cours. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis, ça remonte, ça reprend. Et surtout, depuis le début de l'année 2021, il y a une augmentation très importante de ces trois indicateurs, qui ont, selon les cas, entre doublé et quadruplé. D'accord. Ok. Alors pour revenir à ta question, les cas d'usage, voilà. Alors les cas d'usage, il y a d'abord un cas d'usage de base qui est le paiement courant. Alors ça, évidemment, ça n'existe pratiquement pas en France, hein. Il y a quelques endroits en France où on peut acheter sa bière avec un paiement Lightning. Mais c'est très rare. Et le paiement se fait de manière très facile. C'est comme un paiement en Bitcoin, mais encore plus facile, parce que c'est plus instantané. Donc on prend son smartphone et on scanne un QR code, et voilà. Et le paiement est contrairement à un paiement Bitcoin qui prend 10 minutes. Et il y a certains wallets qui sont beaucoup plus faciles d'utilisation pour le Lightning que pour un paiement Bitcoin traditionnel. Simplement, il faut un wallet spécifique. Et maintenant, il y en a plein qui existent. Il y a notamment une start-up française qui s'appelle A5, qui produit un des wallets les plus appréciés au monde, qui s'appelle Phoenix. Et donc ça, c'est le cas d'usage. Et il y a des endroits dans le monde où c'est beaucoup plus développé, notamment Salvador, qui a donné cours légal au Bitcoin, et moi je suis allé là-bas pour le vérifier, tous les McDo, tous les Starbucks et toutes les entreprises modernes acceptent les paiements en Bitcoin et en Lightning. Et c'est facile. Il y a des bugs, il y a des problèmes et tout, mais ça se met en place. Et c'est absolument sidérant de voir ça concrètement, parce que c'est la preuve que ça fonctionne. Et c'est vers ça qu'on va si ça se développe dans le reste du monde. Ça, c'est le premier cas d'usage évident.
Et après, comme le réseau Lightning permet les micro-paiements, on peut payer l'équivalent d'un centième ou d'un millième d'euro instantanément et pour des frais dérisoires, eh bien là, ça ouvre le cas à une infinité de nouveaux usages. Et ça, c'est le rôle des entrepreneurs d'inventer ces usages. Et il y en a déjà qui se mettent en place, qui sont un peu des expérimentations. Par exemple, rémunérer des contenus audiovisuels en micro-paiement, en flux de micro-paiement. Voilà. Si par exemple tu veux faire rémunérer ton podcast à la seconde ou à la minute d'utilisation par tes utilisateurs, eh ben, tu peux techniquement avec le Lightning Network, alors que tu ne peux pas avec l'euro et les systèmes de paiement traditionnels, qui sont truffés d'intermédiaires, qui font fonctionner le système, mais qui prennent des frais, et qui ajoutent des coûts, et qui rendent non rentables les micro-paiements sur Internet. C'est donc une des limitations qui est surmontée grâce au Bitcoin et au réseau Lightning. Et puis ensuite, il y a une nouvelle couche d'usage encore plus incroyable qui se développe, parce qu'on s'est rendu compte que le réseau Lightning... Alors ça, c'est pas certain que ça continue à se développer. Il y a un débat parmi les amateurs de Lightning. Il y en a qui trouvent que c'est du gadget, que c'est inutile, que ça va plomber le réseau ou faire courir des risques inutiles. Mais on se rend compte que le réseau Lightning, ça n'est pas qu'un réseau sur lequel circule de la valeur, mais aussi où circule de l'information. Parce que les nœuds s'échangent des informations sur la topologie du réseau pour calculer des chemins pour chaque transaction. Et donc, on peut faire circuler de l'information, et donc on peut organiser une sorte d'Internet décentralisé. On peut faire, par exemple, du chat, on peut faire circuler de l'information pour alimenter du chat à travers le réseau Lightning, et d'autres formes d'information, de manière plus sécurisée, plus rapide, plus confidentielle, moins coûteuse que des réseaux Internet classiques. Et il y a des startups qui travaillent là-dessus, qui sont en train d'essayer d'inventer des choses. Mais c'est trop tôt pour savoir jusqu'où ça va aller. Bien sûr. C'est encore la phase expérimentale. Justement, ouais. C'est intéressant de parler de ces cas d'utilisation très inattendus quand on parle de Bitcoin, où on n'est plus sur la réserve de valeur et les paiements. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça en particulier. C'était encore un des derniers points que je voulais toucher avec toi, c'était celui des fonctionnalités. Comment Bitcoin se positionne par rapport en particulier à Ethereum, mais aussi aux autres L1 comme on dit, les Solana, les Avalanche, etc. Comment tu vois cette relation? Est-ce que c'est une relation de concurrence, une relation de complémentarité? Comment tu perçois toi cette galaxie de crypto-monnaies qui descend en fait de cette première invention qu'était le Bitcoin? Si on considère que les plateformes de smart contracts, Ethereum, Solana et autres, permettent quelque chose que le Bitcoin ne permet pas, à ce moment-là, on peut considérer qu'elles sont complémentaires et non en concurrence. En même temps, elles restent quand même de facto en concurrence en termes d'investissement pour attirer les investisseurs qui vont acheter les tokens. Et peut-être aussi en concurrence pour servir de monnaie, puisque ces plateformes de smart contracts, même si, comme Ethereum, elles prétendent ne pas être des crypto-monnaies, en fait, de facto, elles sont utilisables comme des crypto-monnaies. Et donc, elles sont des crypto-monnaies. Et donc, elles sont toutes en concurrence les unes entre elles pour servir d'une nouvelle forme de monnaie. Donc, d'un point de vue technique, elles sont complémentaires. D'un point de vue économique, elles sont concurrentes. Et Andreas Antonopoulos, qui est un des grands évangélisateurs des cryptos, lui, il utilisait une image assez parlante pour comparer Bitcoin et Ethereum. Il disait chacun est le roi sur son royaume. Mais simplement, ce sont deux royaumes différents. Il y en a un, c'est le lion, il est le roi sur la terre ferme. Et puis l'autre, c'est le requin, il est le roi dans son propre royaume, qui est la mer. Ce sont deux galaxies différentes. C'est une image intéressante, mais je ne sais pas si, en fait, elle va pouvoir perdurer. Parce que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui disent que côté plateforme de smart contracts, en fait, elles sont tellement en concurrence les unes entre les autres qu'elles vont littéralement se bouffer, en fait, entre elles. Et côté Bitcoin, il progresse d'une manière tellement prometteuse qu'il n'est pas impossible qu'un jour, on arrive à faire, à partir de Bitcoin, beaucoup des choses qu'on promet de faire sur les autres plateformes. C'est-à-dire que si Bitcoin, la blockchain Bitcoin est le layer 1, la couche primaire d'une accumulation à venir de protocoles successifs,
ou de sidechain, puisque ça se met en place aussi, des blockchains parallèles mais reliés à la blockchain Bitcoin, peut-être que la programmabilité va se développer et les smart contracts vont se développer dans l'écosystème Bitcoin. Et il y a déjà des projets en fait. Il y a RSK, RGB, côté smart contract. Il y a la sidechain Liquid qui est produite par la société Blockstream, qui permet de la tokenisation des actifs et plein d'autres choses. Et donc là, c'est encore trop tôt pour savoir où on va. Mais on ne peut plus écarter complètement ce scénario. Ça, je pense que c'est extrêmement important de le comprendre. C'est qu'effectivement, des smart contracts sur Bitcoin, ça paraît inimaginable, mais aujourd'hui, on ne peut plus l'exclure. Et donc, on peut l'exclure sur la blockchain Bitcoin, mais on ne peut plus l'exclure dans l'écosystème Bitcoin, où il y aurait une blockchain qui serait la couche primaire. Comme Internet est une accumulation de protocoles. Et est-ce que ces couches, c'est peut-être une petite question que je voudrais ajouter, bénéficieront vraiment de la sécurisation du Bitcoin, ou est-ce que le prix à payer, c'est quand même de perdre cette espèce de souveraineté du Bitcoin qui est le roi au niveau de la sécurité aussi? Alors, elles en bénéficieront sans doute de la même manière que le réseau Lightning bénéficie de la sécurité Bitcoin, enfin de la sécurité de la couche primaire de la blockchain Bitcoin. Peut-être qu'elles consentiront des diminutions de sécurité, mais acceptables. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'opérations juridiques ou financières pour lesquelles on n'a pas besoin d'une sécurisation immense. Et c'est d'ailleurs le calcul d'Ethereum et des autres plateformes de smart contracts. Exact. Ce sont des compromis. Et il y a des compromis acceptables. Si je veux transporter ma bouteille d'eau, je n'ai pas besoin forcément d'un tank. Je peux me contenter d'une bicyclette. Après, si je veux transporter une tonne du vin le plus coûteux au monde, à ce moment-là, effectivement, j'ai besoin d'un tank. Mais des smart contracts massifs portant sur des petites opérations à faible enjeu financier peuvent être assis sur la blockchain Bitcoin pour la sécurisation globale du dispositif, mais accepter un compromis en termes de sécurité, transaction par transaction, en n'étant pas dans la blockchain Bitcoin elle-même. Je ne sais pas si c'est à peu près clair. Si, c'est tout à fait clair, je comprends bien. C'était bien ma question. On va passer à un peu de prospective, un exercice qui ne t'engage à rien, je précise, parce que c'est toujours assez périlleux. J'aimerais que tu me dises comment tu imagines l'évolution, en particulier de Bitcoin, dans les 5 prochaines années. Quels sont les obstacles et quelle sera son avancée par rapport à aujourd'hui? 5 ans. C'est très très difficile de savoir, parce que quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'aurais jamais prévu en fait que ça irait aussi vite. Dans mes rêves les plus fous, je ne pouvais pas penser que ça irait aussi vite. Alors, est-ce que ça va continuer à aller aussi vite, ou est-ce qu'il va y avoir une période de stagnation, voire une période de glaciation et de chute, peut-être pendant 10 ans avant que ça reprenne ensuite? En fait, littéralement, tout est possible. On ne peut que imaginer des scénarios. Alors, un scénario favorable serait que la diffusion continue, que plus de pays donnent cours légal au Bitcoin, et que progressivement les grands États développés trouvent un intérêt au Bitcoin, se mettent à miner du Bitcoin, et envie d'acquérir des bitcoins parce que eux-mêmes perdront confiance dans leur propre monnaie. Et ils se diront, s'il vous plaît, payez vos impôts en bitcoin, et peut-être même qu'ils donneront une réduction si tu payes tes impôts en bitcoin. Voilà, donc ça c'est un scénario hyper optimiste, sans doute trop optimiste, hein, voilà. Un scénario catastrophe qui est coalition radicale de tous les États pour tuer les cryptos et aussi le Bitcoin, et crise de confiance majeure sur le Bitcoin, effondrement de tous les cours, effondrement de l'écosystème, perte de confiance des entrepreneurs et des investisseurs, période de glaciation, avant une reprise dans 10 ans. Ça, c'est un scénario qu'on ne peut pas exclure, hein. Vraiment, on ne peut pas l'exclure. Et puis, il y a un scénario intermédiaire dans lequel je crois plus, qui est en fait une combinaison de ces deux scénarios, et une alternance entre ces deux situations, alternance très rapide selon les endroits et selon les moments.
Donc en fait, une situation assez chaotique et imprévisible, qui va nécessiter à chacun d'être vigilant et de s'adapter rapidement aux faits. Voilà. Et éventuellement, de déménager, de réallouer son capital, ses investissements et de s'adapter pour faire face à ces événements inattendus. Donc tu penses que c'est important, si on est investisseur, beaucoup de nos auditeurs, spectateurs le sont, d'être quand même attentif à l'évolution des choses et être prêt à être relativement flexible avec la manière dont on gère en fait son investissement, en observant la législation peut-être. Oui, le plus simple, c'est de se mettre dans une perspective de long terme, assis sur une analyse personnelle forte des fondamentaux de tel ou tel crypto, se dire, voilà, tel crypto, je l'étudie en détail, j'y crois et je sais pourquoi j'y crois. J'y crois pas seulement à cause du marketing, parce qu'on m'a bourré le crâne avec des slogans hyper sexy et une campagne de com hyper intelligente. J'y crois parce que j'ai fait l'effort de comprendre ce que c'était. J'en achète et je le garde 10 ans. Et ensuite, je ne regarde plus. Quels que soient les événements, quelles que soient les crises de confiance, je garderai. Voilà. En fait, c'est ça le plus simple. Si on veut adopter une démarche plus flexible, c'est possible, mais ça nécessite encore plus d'investissement intellectuel et de temps. Et ça nécessite aussi peut-être de faire confiance à des gens en qui on croit. Donc ça, c'est aussi un schéma rationnel. Identifier les gens à qui on peut faire confiance. Et en fait, c'est pas évident, hein, parce que dans cet écosystème, beaucoup de gens vendent du rêve, sont biaisés, ont des intérêts propres. Et il y a beaucoup d'influenceurs extrêmement connus et qui ont beaucoup de succès. Et on se rend compte, quand il y a des cracks de tel ou tel crypto, qu'en fait, ils ont vendu du rêve, ils ont dit n'importe quoi sur des cryptos. Ils ont promis qu'ils avaient regardé la technologie, alors qu'en fait, ils n'avaient rien compris. Et donc, c'est très décevant. On l'a vu ces derniers mois avec les effondrements de Terra, Luna, etc. Faut faire très attention en fait au type de conseiller à qui on fait confiance. Mais ça, voilà, c'est une banalité, une trivialité affligeante. Tu nous as dit énormément de choses très très intéressantes. Je te remercie vraiment d'avoir consacré plus d'une heure maintenant à notre discussion. Je pense que tu as encore beaucoup de choses à partager et je pense que les gens qui t'ont écouté aujourd'hui auront sûrement envie de te suivre par ailleurs. Si on veut suivre ton travail sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne exactement, sous quel format ? J'ai un Twitter où je mets un peu tout ce que je produis. J'ai un compte Medium où je centralise tous les articles que je produis, qui est relié sur mon compte Twitter. Et puis j'ai aussi une playlist sur YouTube où il y a toutes mes interventions vidéo. Tu prévois de ressortir un rapport dans les prochaines années, comme les 2 derniers que tu as fait? Peut-être, c'est pas tellement un projet pour le moment, mais on ne sait jamais pour la suite. Ouais. Yorick, merci infiniment. C'était passionnant, tout simplement. Merci à toi. On va arrêter là. Et puis, je te dis, j'espère à bientôt et une bonne suite à toi. Merci, à bientôt. Au revoir, Lucas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner parce que ça vous permettra de retrouver les prochaines interviews, en particulier celle avec Philippe Herlin qui devrait sortir sous peu, qui va aussi nous parler de Bitcoin, mais plus dans une optique de lutte contre l'inflation qui est une actualité en ce moment, vous le savez bien, brûlante. Il nous parlera aussi d'or, des différents ouvrages qu'il a écrits. Je pense que c'est une vidéo à pas rater. Alors cliquez sur le bouton « Je m'abonne » et likez la vidéo. Commentez aussi, dites-moi ce que vous pensez de la discussion qu'on a eue avec Yorick et comment vous voyez l'avenir du Bitcoin par rapport aux autres crypto-monnaies. Est-ce que vous êtes un Bitcoin maximaliste ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui veut investir dans un panel de crypto-monnaies? Dites-le en commentaire, on se retrouve très bientôt. Si vous voulez en savoir plus sur les cryptos dès maintenant, n'hésitez pas à chercher le lien sur cette page qui vous permet d'entrer dans la mini-formation Les investisseurs qui vous permettra d'en savoir plus sur les cryptos, sur la DeFi, sur les NFT et j'en passe. C'est tout un petit programme, vous recevez un module chaque jour. C'est très facile, ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est utile. Je vous remercie encore une fois de m'avoir regardé. J'ai eu énormément de plaisir dans cette conversation et je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour un entretien avec Philippe Herlin ou une analyse sur la chaîne.